L'année 1525 a marqué un tournant sanglant dans l'histoire allemande. Le Saint-Empire romain germanique traversait une période de bouleversement sans précédent. Les idées de Martin Luther avaient mis le feu aux poudres quelques années plus tôt, mais ce que personne n'avait anticipé, c'était la manière dont ces idées religieuses allaient embraser tout un continent et conduire à l'un des massacres les plus brutaux du Moyen-Âge tardif. Les paysans allemands vivaient dans des conditions épouvantables. Les seigneurs accumulaient des privilèges tandis que ceux qui travaillaient la terre croupissaient sous le poids des taxes et des corvées. Chaque jour apportait son lot d'humiliation. Chaque récolte voyait partir l'essentiel de sa production vers les châteaux et les monastères. Le servage persistait dans certaines régions, transformant des êtres humains en propriété des nobles. Les terres communales, autrefois accessibles à tous pour le pâturage ou la coupe de bois, disparaissaient progressivement, accaparées par une aristocratie toujours plus avide. Dans ce contexte explosif, la réforme protestante avait apporté quelque chose d'inattendu, l'espoir. Si Luther prêchait que chaque chrétien pouvait avoir un lien direct avec Dieu sans passer par l'Église catholique, pourquoi les paysans ne pourraient-ils pas revendiquer leurs droits face au Seigneur? Si l'autorité du pape pouvait être contestée, pourquoi celle des princes serait-elle sacrée? Cette interprétation radicale des idées réformatrices allait se révéler dévastatrice. Depuis juin 1524, des révoltes sporadiques éclataient un peu partout dans le sud et le centre de l'Empire. Des bandes de paysans se formaient, pillant les monastères, brûlant les châteaux, s'en prenant au symbole de l'oppression. Ces mouvements n'étaient pas nouveaux en Allemagne. Le XVe siècle avait déjà connu 18 soulèvements similaires, notamment le mouvement Bundschuh qui avait agité l'Allemagne du Sud-Ouest entre 1493 et 1517. Mais cette fois, quelque chose était différent. La dimension religieuse donnait aux révoltes une légitimité nouvelle et une coordination inédite. Le 20 mars 1525, un document révolutionnaire vit le jour. Les 12 articles de la paysannerie représentaient la première tentative de codifier les revendications des insurgés dans un manifeste cohérent. Rédigés à Memmingen en Haute-Souabe, ces articles demandaient l'abolition du servage, la fin du travail obligatoire et des taxes excessives, le retour des libertés et droits anciens, et surtout le droit pour chaque communauté d'élire son propre pasteur. Ce texte circula dans tout l'Empire avec une rapidité stupéfiante, copié et recopié, devenant la référence commune de milliers de paysans révoltés. Au cœur de cette tourmente se tenait un homme dont le nom allait devenir synonyme de radicalisme religieux et de révolution sociale. Thomas Mühlhäuser. Né vers 1489 ou 1490 à Stolberg, dans les montagnes du Harz, il avait connu une enfance marquée par la pauvreté et l'injustice. Son père, un artisan pauvre d'origine slave, aurait été pendu sur ordre d'un comte, victime de l'arbitraire seigneurial. Cette tragédie familiale avait profondément marqué le jeune Thomas, gravant en lui une haine viscérale des puissants et de leurs abus. Malgré ses origines modestes, Münzer avait réussi à faire des études de théologie à l'université de Leipzig. Ordonné prêtre, il s'était d'abord rallié avec enthousiasme à Martin Luther, lorsque celui-ci avait affiché ses 95 thèses en 1517. En 1519 et 1520, Münzer était un fervent partisan de la réforme naissante. Mais très vite, les deux hommes allaient prendre des chemins radicalement opposés. Au printemps 1520, Münzer fut nommé prédicateur à Zwickau. C'est là que sa véritable personnalité commença à se révéler. Ses sermons enflammés attirèrent les foules, mais aussi l'hostilité des autorités. Il ne se contentait pas de critiquer l'Église catholique. Il s'en prenait violemment à l'ordre social établi, dénonçant l'exploitation des pauvres par les riches, appelant à une transformation radicale de la société. En 1521, après un conflit ouvert avec la municipalité, il dut quitter la ville. Cette expulsion marqua le début d'une période d'errance qui allait durer 4 ans, pendant laquelle Münzer affina sa pensée et radicalisa ses positions. En 1521, il rédigea le Manifeste de Prague, un appel incendiaire à la révolte contre ce qu'il appelait la putain de Babylone, l'Église de Rome. Mais contrairement à Luther qui se contentait d'une réforme religieuse, Münzer prônait une révolution totale, à la fois spirituelle et matérielle. Sa rupture avec Luther devint définitive. Münzer reprochait à son ancien mentor sa collusion avec les princes, son refus de pousser la réforme jusqu'au bout de ses implications sociales. Dans ses écrits, il ne se privait pas de traiter Luther de menteur, l'accusant d'avoir trahi la cause du peuple
pour se ranger du côté des puissants. Luther, de son côté, voyait en Münzer un dangereux révolutionnaire qui risquait de discréditer toute la réforme. La théologie de Münzer était profondément marquée par le mysticisme et le millénarisme. Influencé par le théologien médiéval Joachim de Flore, il croyait fermement à l'imminence de la fin des temps. Pour lui, le jugement dernier approchait et les élus devaient se préparer au retour du Christ en instaurant dès maintenant le royaume de Dieu sur terre. Cette vision apocalyptique donnait à son discours une urgence dramatique. Il ne s'agissait pas simplement d'améliorer les conditions de vie des paysans, mais de préparer l'avènement d'un ordre nouveau, d'une société égalitaire où tous les biens seraient partagés. En mars 1523, Münzer s'installa à Allstedt, en Saxe, où il devint pasteur. C'est là qu'il fit quelque chose de révolutionnaire. Il célébra la première messe entièrement en allemand, au lieu du latin traditionnel. Pour les paysans et les mineurs qui constituaient son auditoire, c'était une libération. Enfin, il pouvait comprendre les paroles prononcées à l'église. Les sermons de Münzer électrisaient son public. Il parlait leur langue, comprenait leurs souffrances, articulait leur colère. Son message était simple mais explosif. Dieu parlait directement au cœur des croyants, pas seulement par la Bible. L'Esprit Saint révélait sa volonté à travers les rêves, les visions, les signes. Les pauvres et les humbles avaient autant accès à la vérité divine que les docteurs en théologie et les princes. Cette doctrine de la révélation personnelle minait toute hiérarchie, qu'elle soit religieuse ou sociale. Le 13 juillet 1524, Münzer prononça son célèbre sermon aux princes devant le duc Jean de Saxe et son fils. C'était une attaque frontale contre l'autorité établie. Il exhorta les princes à se ranger du côté du peuple ou à subir le jugement divin. Il dénonça avec virulence l'oppression exercée par la noblesse et le clergé. Le message était clair, où les puissants acceptaient de se réformer, où le peuple se chargerait lui-même de la tâche. Cette audace lui valut d'être chassé d'Allstedt à l'été 1524. Münzer partit alors en voyage à travers l'Allemagne du Sud-Ouest, exactement au moment où les premiers signes de ce qui allait devenir la guerre des paysans commençaient à apparaître. Partout où il passait, il attisait les flammes de la révolte, appelant les opprimés à se soulever, leur promettant que Dieu combattrait à leur côté. L'Allemagne était devenue une poudrière. Les soulèvements se multipliaient avec une intensité croissante. En février 1525, 3 bandes paysannes de Haute-Souabe décidèrent de s'unir pour former l'Union chrétienne de la Haute-Souabe, créant ainsi l'une des organisations révolutionnaires les plus importantes du mouvement. Les 12 articles qu'ils avaient adoptés donnaient au soulèvement une cohérence idéologique qui avait manqué aux révoltes précédentes. Au début, certaines bandes paysannes tentèrent de négocier avec les autorités. L'Union chrétienne de Haute-Souabe envoya des représentants discuter avec la Ligue de Souabe, l'organisation regroupant les princes de la région. Mais ces négociations ne menaient nulle part. Les nobles ne voulaient rien céder, ou si peu que cela revenait à rien. La violence explosa le 16 avril 1525 lors d'un événement qui choqua toute l'Allemagne et scella le sort des insurgés. Une bande paysanne menée par Jeklein Rohrbach attaqua le château de Weinsberg et massacra les nobles qui s'y trouvaient, dont le comte Ludwig de Helfenstein, qui se trouvait être le gendre de l'empereur Maximilien Ier. Les nobles furent forcés de passer entre 2 rangées de paysans armés de piques et de gourdins qui les frappèrent à mort. Ce massacre, qui entra dans l'histoire comme l'assassinat de Weinsberg, marqua un point de non-retour. L'événement eut des conséquences désastreuses pour la cause paysanne. Jusqu'alors, certains nobles et bourgeois avaient sympathisé avec les revendications des insurgés, même s'ils désapprouvaient leur méthode. Le massacre de Weinsberg fit basculer l'opinion. Les paysans n'étaient plus vus comme des opprimés réclamant justice, mais comme des tueurs sanguinaires menaçant l'ordre social tout entier. Luther lui-même, qui jusque-là avait appelé à la modération des 2 côtés, publia un pamphlet intitulé « Contre les bandes pillardes et meurtrières des paysans », où il exhortait les princes à écraser la révolte avec la plus extrême brutalité. Les insurgés contrôlaient désormais de vastes territoires. En Alsace, ils prirent plusieurs villes, dont Saverne. En Thuringe, ils s'emparèrent d'Erfurt. Dans le sud-ouest, ils tenaient Ulm. Partout, ils détruisaient les monastères, pillaient les châteaux, brûlaient les archives féodales qui contenaient les titres de propriété et les documents attestant des obligations des paysans. Mais cette extension territoriale masquait de profondes faiblesses. Les bandes paysannes manquaient de coordination. Chaque région menait sa propre guerre, sans plan d'ensemble. L'armement était dérisoire. Des faux, des faucilles, des fourches, quelques armes de fortune.
Face à eux se dressaient des armées professionnelles, commandées par des nobles expérimentés, équipés d'artillerie et de cavalerie lourde. C'est dans ce contexte que Thomas Mühlhäuser arriva en Thuringe en février 1525. Il rejoignit la ville de Mühlhausen, où son ami Heinrich Pfeiffer, lui aussi prêcheur radical, avait déjà commencé à organiser le mouvement révolutionnaire. Ensemble, les deux hommes prirent le contrôle de la ville et tentèrent d'y instaurer une sorte de théocratie égalitaire. Les privilèges furent abolis, les ordres monastiques dissous. Des abris furent créés pour les sans-logis, des repas distribués aux pauvres. C'était l'esquisse d'une société nouvelle, fondée sur le partage et la justice. Münzer déploya une énergie frénétique pour tenter d'unir les différentes bandes paysannes de Thuringe. Il envoyait lettre sur lettre, messager sur messager, essayant de coordonner les efforts, d'organiser une défense cohérente. Mais ces efforts se heurtaient aux divisions, aux particularismes locaux, aux rivalités entre chefs de bande. Le temps pressait. Les princes s'organisaient à la riposte. Face à la marée montante de la révolte, les princes allemands s'organisèrent. Ils comprenaient que la menace était existentielle. Si les paysans triomphaient, c'était tout l'ordre féodal qui s'effondrait. Ils décidèrent de frapper vite et fort, avant que les insurgés ne deviennent trop puissants. Plusieurs armées princières se mirent en marche. Dans le sud-ouest, la Ligue de Souabe rassembla ses forces. En Alsace, le duc Antoine de Lorraine mobilisa entre 12 000 et 15 000 hommes. En Thuringe, c'est Philippe Ier de Hesse, landgrave de 21 ans, qui prit la tête de l'opération militaire contre les paysans. Philippe était un personnage complexe. Marié depuis 1523 à Christine de Saxe, il était devenu l'un des plus fervents partisans de la réforme luthérienne. Mais sa vision de la réforme était celle de Luther, pas celle de Münzer. Pour lui, le changement religieux devait venir d'en haut, par la décision des princes, et non d'en bas, par la révolte populaire. Les idées de Münzer menaçaient l'ordre social dont il faisait partie intégrante. Philippe forma une alliance avec Georges de Saxe, qui était ironiquement le père de sa propre femme et un catholique convaincu opposé à la réforme luthérienne. Cette alliance contre nature montrait bien que, face à la menace révolutionnaire, nobles protestants et catholiques mettèrent de côté leurs différends religieux pour défendre leurs intérêts communs de classe. L'armée princière qui se rassembla était redoutable. Elle comptait environ 2000 cavaliers lourdement armés, 6000 lansquenets, ces mercenaires allemands réputés pour leur efficacité au combat, et plusieurs pièces d'artillerie. Les soldats étaient des professionnels, entraînés, disciplinés, équipés du meilleur matériel disponible à l'époque. Beaucoup avaient combattu dans les guerres d'Italie et possédaient une expérience du combat que les paysans ne pourraient jamais égaler. Le contraste avec les forces paysannes était saisissant. Münzer avait rassemblé entre 8000 et 10 000 hommes, mais c'était une troupe hétéroclite. La plupart n'avaient aucune expérience militaire. Leur armement se composait essentiellement d'outils agricoles, transformés en armes de fortune, des faux montés sur de longs manches, des fourches, des fléaux, des faucilles. Ils possédaient bien quelques vraies armes, 8 grands fusils de chasse montés sur des chariots, une quinzaine de fusils à main, ainsi que des piques, des hallebardes et quelques sabres courts. Mais c'était dérisoire face à l'arsenal princier. Münzer tenta de compenser la faiblesse militaire de ses troupes par l'exaltation religieuse. Il leur promettait que Dieu combattrait à leur côté, que les balles des ennemis ne pourraient pas les atteindre, que les anges descendraient du ciel pour les protéger. Cette rhétorique mystique galvanisait ces hommes, leur donnait un courage qu'ils n'auraient peut-être pas eu autrement. Mais elle les préparait aussi à une terrible désillusion. Début mai 1525, la situation devint critique pour les insurgés de Thuringe. L'armée de Philippe de Hesse et Georges de Saxe avançait inexorablement. Münzer et ses hommes se replièrent sur Frankenhausen, une petite ville du comté de Schwarzburg. Ils arrivèrent le 11 mai et prirent position sur une colline appelée Weissberg, la montagne blanche, qui surplombait la ville. La position avait quelques avantages tactiques. Depuis la hauteur, les paysans pouvaient surveiller les approches. Ils avaient aussi l'espoir que d'autres bandes les rejoindraient, gonflant leurs rangs au point de dissuader les princes d'attaquer. Mais ces espoirs allaient être déçus. Les renforts ne vinrent pas. Les autres groupes de paysans, occupés ailleurs ou déjà défaits, ne purent répondre à l'appel. Le 14 mai, les armées princières arrivèrent et encerclèrent complètement la position paysanne. Münzer et ses hommes étaient pris au piège. Devant eux se déployait une force militaire écrasante. Les lansquenets formaient des rangs serrés, leurs longues piques hérissées créant un mur d'acier. La cavalerie lourde se tenait sur les flancs, prête à charger. Les pièces d'artillerie étaient mises en batterie.
leur gueule pointée vers la colline. L'atmosphère dans le camp paysan oscillait entre la ferveur religieuse et l'angoisse. Münzer allait de groupe en groupe, prêchant, exhortant, promettant. Il brandissait le drapeau arc-en-ciel qu'il avait fait confectionner, symbole du pacte entre Dieu et les hommes après le déluge, signe qu'ils étaient le peuple élu engagé dans une guerre sainte. Philippe de Hesse proposa des négociations. Ce n'était pas de la clémence, mais de la stratégie. Il voulait éviter un siège long et coûteux et espérait peut-être que les paysans accepteraient une capitulation évitant un massacre. Un armistice de 3 heures fut conclu le 15 mai au matin. Des émissaires allaient et venaient entre les deux camps. Münzer profita de ce répit pour prononcer un sermon enflammé à ses troupes. Il leur rappela les promesses divines, leur dit qu'ils étaient les instruments de Dieu pour purifier la terre et préparer le royaume du Christ. Il leur assura que l'heure de la victoire était proche, que bientôt ils verraient leurs oppresseurs humiliés et écrasés. Puis survint un phénomène météorologique qui sembla confirmer les prophéties de Münzer. Le soleil se trouva entouré d'un halo lumineux, créant un arc-en-ciel complet autour de l'astre. C'était un phénomène naturel appelé parélie, causé par la réfraction de la lumière solaire à travers des cristaux de glace dans l'atmosphère. Mais pour les paysans superstitieux du XVIe siècle, c'était un signe divin incontestable. Münzer monta à cheval et parcourut les rangs de ses hommes, leur montrant l'arc-en-ciel céleste, identique à celui qui ornait leur drapeau. C'était la preuve, criait-il, que Dieu était avec eux, que la victoire leur était assurée. L'enthousiasme saisit les paysans. Leurs doutes se dissipèrent. Ils étaient prêts à affronter n'importe quel ennemi, convaincus de l'invincibilité que leur conférait la protection divine. C'est à ce moment que Philippe de Hesse mit fin brutalement à l'armistice. Sans prévenir, sans ultimatum, il donna l'ordre d'attaquer. C'était une violation flagrante de la parole donnée, mais pour les princes, les paysans révoltés ne méritaient aucun respect des conventions. L'attaque commença par un bombardement d'artillerie. Les canons princiers ouvrirent le feu, leurs boulets s'abattant sur la masse compacte des paysans rassemblés sur la colline. C'était la première fois que la plupart d'entre eux étaient confrontés à l'artillerie moderne. Le fracas des explosions, les cris des blessés, les membres arrachés, le sang qui giclait, créèrent immédiatement un chaos indescriptible. Les paysans n'avaient aucune réponse à cette violence mécanique. Leurs quelques fusils de chasse étaient inutiles à cette distance. Ils ne pouvaient que subir, impuissants, le déluge de fer et de feu qui s'abattait sur eux. Puis vint la charge de la cavalerie. Les chevaliers lourds, montés sur leurs destriers bardés de métal, lancèrent leurs montures au galop. Le sol tremblait sous les sabots. La masse de plusieurs centaines de cavaliers en armure complète fonçant sur eux terrorisa les paysans. Ceux qui étaient au premier rang tentèrent de reculer, créant une bousculade. La panique s'empara de toute la formation. Münzer essaya désespérément de rallier ses hommes. Il criait que Dieu allait intervenir, que les anges descendèrent du ciel. Mais aucun miracle ne se produisit. Les balles et les boulets n'étaient pas arrêtés par la foi. Le halo solaire n'avait été qu'un phénomène atmosphérique sans signification divine. Les paysans comprirent alors qu'ils avaient été bernés, que leurs espoirs étaient vains, que face à eux se tenait simplement une machine de guerre professionnelle contre laquelle leurs fourches et leurs faux ne pouvaient rien. Ce fut la débandade. Les paysans rompirent les rangs et s'enfuirent dans toutes les directions. Mais ils étaient complètement encerclés. Partout où ils couraient, ils rencontraient les lignes ennemies. Les lansquenets les attendaient, pics baissés, formant des haies impénétrables. Ceux qui tentaient de forcer le passage étaient empalés. Ceux qui essayaient de contourner tombaient sous les coups d'épée. La cavalerie se lança à la poursuite des fuyards. Les chevaliers les rattrapaient facilement, sabrant, piétinant, écrasant. C'était une chasse à l'homme systématique. Aucune pitié n'était montrée. Les princes avaient donné l'ordre de ne faire aucun quartier. Il fallait que la leçon soit terrible, que jamais plus les paysans n'osent se révolter. Certains insurgés tentèrent de se rendre, jetant leurs armes et levant les bras. Beaucoup furent tués quand même. D'autres furent faits prisonniers, mais leur sort ne serait guère meilleur. La colline se transforma en abattoir. Le sol était jonché de cadavres, le sang coulait en ruisseaux. Les cris des blessés, les appels au secours, les supplications créaient une cacophonie d'horreur. Münzer lui-même tenta de s'échapper. Il se réfugia dans une maison de Frankenhausen, essayant de se cacher. Mais il fut rapidement découvert et capturé. On le traîna devant les princes victorieux. Le massacre dura moins de 15 minutes. Un quart d'heure suffit à anéantir l'armée paysanne. Les chiffres donnent le vertige. Au moins 6000 morts du côté des insurgés, peut-être plus.
Certaines sources parlent de 7000 ou 8000 victimes. Du côté des troupes princières, les pertes furent négligeables, quelques dizaines d'hommes tout au plus. Ce n'était pas une bataille, c'était un massacre pur et simple, une exécution collective. Au moins 600 paysans furent faits prisonniers ce jour-là. Leur calvaire ne faisait que commencer. Le lendemain, le 16 mai, environ 300 d'entre eux furent jugés sommairement et exécutés. Les autres furent maintenus en captivité pour être interrogés, torturés, jugés dans les jours suivants. Beaucoup furent pendus ou décapités dans les semaines qui suivirent. Thomas Mühlhäuser fut soumis à la torture. Les princes voulaient des informations sur les autres chefs de la révolte, sur les plans des insurgés, sur les personnes qui les avaient soutenus. Mais ils voulaient aussi l'humilier, briser ce prophète qui avait osé défier l'ordre établi. On lui appliqua le chevalet, on lui écrasa les doigts, on lui fit subir d'autres tourments dont les chroniques ne donnent pas tous les détails. Müntzer tint bon dans un premier temps, refusant d'abjurer ses convictions, mais la douleur finit par l'épuiser. Il finit par signer des confessions, reconnaissant ses erreurs, demandant pardon. Ces confessions arrachées sous la torture furent ensuite utilisées comme propagande par les princes et par Luther lui-même pour discréditer Müntzer et tout son mouvement. On le présenta comme un fou, un sanguinaire, un prophète démoniaque. Luther écrivit un pamphlet intitulé « Histoire terrible et jugement de Dieu sur Thomas Mühlhäuser », où il le décrivait comme un prophète assoiffé de sang et le caractérisait de meurtrier. Le 27 mai 1525, 12 jours après la bataille, Thomas Mühlhäuser fut exécuté devant les murs de Mühlhausen. Il fut décapité publiquement. Sa tête et son corps furent ensuite exposés comme avertissement. Le message était clair. Voilà ce qui arrive à ceux qui osent défier l'ordre voulu par Dieu, incarné par les princes. Heinrich Pfeiffer, son compagnon à Mühlhausen, fut exécuté le même jour. La répression s'abattit sur tous ceux qui avaient soutenu la révolte dans la ville. Les privilèges de Mühlhausen furent supprimés, la ville fut mise à l'amende, ses fortifications détruites. Elle ne se relèverait jamais complètement de cette catastrophe. Frankenhausen marqua le tournant décisif de la guerre des paysans, mais ce ne fut pas sa fin immédiate. Les combats continuèrent dans d'autres régions pendant plusieurs semaines. En Alsace, les affrontements se poursuivirent jusqu'à la fin mai. Le 16 et 17 mai, presque simultanément à Frankenhausen, les troupes du duc Antoine de Lorraine massacrèrent environ 20 000 insurgés à Lubstein, Saverne et Neuvillers. Le 20 mai, la bataille de Scherwiller fit plus de 4 000 morts parmi les paysans alsaciens. Le 24 mai, après ces victoires décisives, Antoine de Lorraine retourna triomphalement à Nancy, où il fut accueilli en héros. La répression continua dans le sud de l'Alsace après son départ. Dans le sud de l'Allemagne, les anabaptistes furent écrasés à Ulm par 5000 mercenaires dirigés par Truchsess von Waldburg. Partout, les armées princières triomphaient. Les paysans, même supérieurs en nombre, ne pouvaient rien contre les armées professionnelles. Au Tyrol, la révolte continua plus longtemps grâce à Michael Geismar, un chef remarquable qui combinait des compétences militaires réelles avec un programme social et politique cohérent. Ancien secrétaire du prince-évêque de Brixen, il avait rejoint les paysans en 1525 et était devenu leur chef. Contrairement à Müntzer qui comptait sur l'intervention divine, Geismar comprenait les réalités militaires. Il organisa ses troupes de manière professionnelle, obtint des canons, recruta des lansquenets. Il tint tête au prince jusqu'en 1526, mais finit lui aussi par être vaincu. Il s'enfuit alors en Suisse, puis à Venise, où il fut assassiné en 1532 par un tueur à gages envoyé par les Habsbourg. Le bilan humain de la guerre des paysans était catastrophique. Les estimations du nombre total de morts tournent généralement autour de 70 000 à 100 000 victimes, presque toutes du côté paysan. Certaines sources parlent même de 130 000 morts. C'était une hécatombe, un pourcentage effroyable de la population rurale de l'époque. Les conséquences économiques furent désastreuses. Des régions entières furent dévastées. Les récoltes ne furent pas semées ou moissonnées. Les fermes furent détruites ou abandonnées. La main-d'œuvre masculine avait été décimée. Cette catastrophe démographique et économique prépara le terrain pour les désastres encore plus terribles de la guerre de 30 ans, un siècle plus tard. La défaite de 1525 eut des répercussions profondes et durables sur la société allemande. Les princes sortirent renforcés du conflit. Ils avaient démontré leur capacité à écraser toute révolte. Mais cette victoire avait un prix. Pendant des décennies, une méfiance fondamentale envers leurs sujets allait prévaloir. Les seigneurs devinrent plus répressifs, plus vigilants, moins enclins à tolérer la moindre contestation.
L'armement des paysans fut strictement interdit. Des lois furent promulguées pour empêcher les paysans de posséder des armes, même pour la chasse. Les rassemblements furent sévèrement contrôlés. Toute forme d'organisation paysanne indépendante fut interdite. Les associations comme le Bunchu durent passer dans la clandestinité. Les revendications exprimées dans les 12 articles furent rejetées en bloc. Non seulement rien ne fut accordé, mais dans de nombreuses régions, les conditions des paysans empirèrent. Les seigneurs se vengèrent en augmentant les corvées et les taxes. Le servage fut même étendu dans certaines zones où il avait commencé à reculer. Pendant 3 siècles, les paysans allemands ne se révoltèrent presque plus. La mémoire du massacre de Frankenhausen et des milliers d'autres victimes de 1525 servit d'avertissement aux générations suivantes. Ce ne fut qu'avec la Révolution de mars 1848-1849 que les objectifs formulés dans les 12 articles purent enfin commencer à s'imposer. La guerre des paysans eut aussi des conséquences religieuses majeures. Luther sortit profondément transformé du conflit. Son appel au massacre des insurgés lui avait aliéné une grande partie de la population rurale. Des groupes de paysans le lapidèrent lorsqu'il traversa leur village après Frankenhausen. Beaucoup de gens simples qui avaient d'abord adhéré à la réforme luthérienne s'en détournèrent, voyant en Luther un allié des princes plutôt qu'un libérateur. Mais Luther tira aussi des leçons stratégiques du conflit. Il comprit que la réforme ne pourrait triompher qu'avec l'appui des princes. Il abandonna définitivement l'idée d'une réforme portée par le peuple et opta résolument pour une réforme institutionnalisée par le haut. C'est ainsi que naquit le principe du jus réformandi, le droit du prince de déterminer la religion de son territoire. Cette doctrine, qui sera formalisée lors de la paix d'Augsbourg en 1555, donna naissance au système des églises protestantes d'État contrôlées par les autorités civiles. Les mouvements anabaptistes et autres courants radicaux de la Réforme furent sévèrement réprimés. On les amalgamait systématiquement avec la révolte de 1525, les présentant comme des dangers pour l'ordre social. Luther lui-même participa activement à cette répression. Les anabaptistes furent persécutés à la fois par les catholiques et par les luthériens, subissant torture, exécution, exil massif. L'histoire de la bataille de Frankenhausen et de Thomas Müntzer fut longtemps écrite par les vainqueurs. Pendant des siècles, Müntzer fut présenté comme un fanatique dangereux, un démagogue sanguinaire, un faux prophète. Luther avait donné le ton, et les historiens protestants le suivirent fidèlement. Les catholiques, de leur côté, utilisèrent Müntzer pour discréditer l'ensemble de la réforme protestante, montrant les dangers du libre examen des Écritures. Ce ne fut qu'au XIXe siècle que la figure de Müntzer fut réévaluée. Friedrich Engels, dans son ouvrage « La guerre des paysans en Allemagne », publié en 1850 dans le contexte de la Révolution de 1848, présenta Müntzer comme un héros révolutionnaire, un proto-communiste luttant pour l'égalité sociale. Pour Engels, Müntzer n'était pas un mystique égaré, mais un visionnaire qui avait compris que la libération religieuse devait s'accompagner d'une libération sociale et économique. Cette interprétation fut reprise et amplifiée par le philosophe Ernst Bloch dans son livre Thomas Müntzer, théologien de la Révolution, publié en 1921. Bloch voyait en Müntzer un exemple de messianisme révolutionnaire, unissant espoir religieux et transformation sociale. Pour lui, Müntzer représentait une alternative au luthéranisme conservateur et au calvinisme capitaliste, une voie vers une société égalitaire fondée sur la justice. En RDA, République démocratique allemande communiste, Müntzer devint une figure officielle du panthéon révolutionnaire. La bataille de Frankenhausen fut présentée comme la première révolution bourgeoise en Allemagne, même si cette terminologie était historiquement discutable, puisque le mouvement était essentiellement paysan. En 1975, la RDA commanda une œuvre monumentale. Un panorama circulaire de 1722 mètres carrés peint par Werner Tübke, représentant la bataille et installé dans un bâtiment spécialement construit près de Bad Frankenhausen. Cette peinture murale, terminée en 1987, reste aujourd'hui l'une des plus grandes œuvres d'art du monde. Des historiens plus récents ont proposé des interprétations plus nuancées. Ils reconnaissent la sincérité religieuse de Müntzer tout en soulignant les limites de son projet politique. Müntzer n'avait pas vraiment de programme social concret au-delà de l'idée générale d'égalité. Sa vision restait profondément apocalyptique et mystique, comptant sur l'intervention divine plutôt que sur l'organisation politique. Certains chercheurs ont aussi souligné les contradictions du personnage.
Münzer prêchait l'amour chrétien mais appelait à la violence contre les impies. Il parlait d'égalité mais établissait une distinction radicale entre élus et damnés. Il critiquait l'autorité mais exerçait lui-même une autorité quasi tyrannique sur ses fidèles. La bataille de Frankenhausen nous enseigne plusieurs leçons qui résonnent encore aujourd'hui. D'abord, la tragédie du fossé entre idéal et réalité. Münzer et ses paysans étaient animés par des convictions profondes, par une vision d'un monde plus juste. Mais la foi et l'enthousiasme ne suffisent pas face à la puissance militaire organisée. Les révolutions ne triomphent pas par la seule force de l'idéal. Elles nécessitent aussi une stratégie, une organisation, des moyens matériels. Ensuite, la question du rapport entre réforme religieuse et transformation sociale. Luther voulait réformer l'Église mais préserver l'ordre social. Münzer voulait transformer radicalement la société au nom de la foi. Ces deux visions étaient inconciliables. Le conflit entre elles révèle une tension fondamentale. Une révolution religieuse entraîne-t-elle nécessairement une révolution sociale, ou peut-on séparer les deux? La bataille illustre aussi la brutalité avec laquelle les élites défendent leurs privilèges lorsqu'elles se sentent menacées. Les princes ne cherchèrent pas à négocier sérieusement, ne firent aucune concession réelle. Ils optèrent pour la solution militaire, sachant que leur supériorité technique garantissait la victoire. Le massacre de 6000 personnes en 15 minutes ne fut pas un accident, mais une démonstration de force calculée pour terrifier toute velléité de révolte future. Le rôle de la manipulation est également frappant. Münzer utilisa la crédulité religieuse de ses fidèles pour les mener au combat, leur promettant la protection divine. Quand le halo solaire apparut, il le présenta comme un signe céleste, alors qu'il devait savoir qu'il ne s'agissait que d'un phénomène naturel. Cette instrumentalisation de la foi pour des objectifs politiques, même si ces objectifs étaient généreux, pose des questions éthiques troublantes. La trahison de l'armistice par Philippe de Hesse montre aussi comment, en temps de conflit social, les règles normales de la guerre peuvent être suspendues. Les paysans révoltés n'étaient pas considérés comme des ennemis honorables, méritant le respect des conventions, mais comme des criminels qu'on pouvait exterminer sans scrupule. Enfin, Frankenhausen nous rappelle le coût humain terrible des conflits sociaux. Les 6000 morts de la bataille, les dizaines de milliers d'autres victimes de la guerre des paysans n'étaient pas des statistiques abstraites. C'étaient des pères de famille, des fils, des frères. Chacun avait une histoire, des rêves, des proches qui pleuraient à sa mort. Derrière les grands récits historiques se cachent toujours des tragédies personnelles innombrables. 500 ans après les événements, l'héritage de Frankenhausen reste contradictoire. D'un côté, la bataille symbolise l'échec d'une révolution sociale qui aurait pu changer le cours de l'histoire allemande. Si les paysans avaient triomphé, l'Allemagne aurait peut-être connu une évolution sociale plus égalitaire, évitant le renforcement de l'absolutisme princier qui allait caractériser son histoire ultérieure. De l'autre, on peut se demander si une victoire paysanne aurait vraiment été possible et bénéfique. Les insurgés n'avaient pas de projet politique cohérent au-delà de revendications ponctuelles. Münzer lui-même comptait sur l'intervention divine pour résoudre les problèmes pratiques. Une hypothétique victoire aurait probablement dégénéré en chaos, donnant prétexte à une répression encore plus terrible. Les 12 articles, dans leur modération relative, constituaient peut-être une base plus réaliste de transformation. Ils réclamaient des améliorations concrètes plutôt qu'une révolution totale. S'ils avaient été négociés sérieusement, ils auraient pu aboutir à un compromis évitant le bain de sang. Mais les princes refusèrent toute négociation réelle, rendant le conflit inévitable. L'impact de Frankenhausen sur le développement du protestantisme fut considérable. La bataille força Luther à choisir définitivement son camp. Il opta pour l'alliance avec les princes, donnant naissance à des églises protestantes d'État étroitement contrôlées par le pouvoir politique. Cette option garantit la survie de la réforme en Allemagne, mais au prix d'un abandon des aspirations sociales qui avaient aussi motivé le mouvement réformateur à ses débuts. Les courants radicaux de la réforme, anabaptistes, spiritualistes, communautaires, continuèrent à exister malgré les persécutions. Ils maintinrent vivante l'idée que le christianisme impliquait une transformation sociale, pas seulement un changement de doctrine. Ces groupes, marginalisés et persécutés, préservèrent un héritage de résistance qui inspirerait plus tard d'autres mouvements de contestation. Contrairement à ce qu'espéraient les princes, le massacre de Frankenhausen ne tua pas définitivement l'esprit de révolte. Il l'enfouit profondément, créant une mémoire souterraine qui ressurgirait périodiquement. Les histoires des bandes de paysans proscrits vivant dans les forêts, les ballades populaires racontant les exploits des révoltés de 1525
Tout cela maintint vivante la mémoire de la résistance. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières redécouvriraient les 12 articles et y verraient une première formulation des droits de l'homme. Au XIXe siècle, les mouvements ouvriers se reconnaîtraient dans la lutte des paysans de 1525. Au XXe siècle, les révolutionnaires de gauche feraient de Münzer un symbole de la révolte contre l'oppression. Aujourd'hui, dans l'Allemagne réunifiée, la mémoire de Frankenhausen est célébrée de manière plus apaisée. Le panorama de Werner Tübke attire des visiteurs du monde entier. Des expositions, des conférences, des commémorations maintiennent vivant le souvenir de ces événements. On peut débattre des interprétations, mais personne ne conteste l'importance historique de ce qui s'est passé ce 15 mai 1525. La bataille de Frankenhausen reste un moment charnière où se sont affrontées deux visions du monde. D'un côté, l'ordre féodal hiérarchique, fondé sur l'inégalité acceptée comme naturelle et voulue par Dieu. De l'autre, l'aspiration égalitaire, l'idée que tous les êtres humains ont la même dignité et les mêmes droits. Cette confrontation ne s'est pas achevée avec le massacre de 1525. Elle continue sous des formes différentes, et c'est pourquoi l'histoire de Frankenhausen garde toute sa pertinence. Les 6000 paysans qui périrent en 15 minutes sur les pentes de la Montagne Blanche ne sont pas morts pour rien. Leur sacrifice, même s'il n'apporta aucun résultat immédiat, s'inscrivit dans la longue lutte pour la justice sociale qui traverse l'histoire humaine. Il nous rappelle que les progrès sociaux ne tombent jamais du ciel. Ils sont toujours le fruit de combats difficiles, souvent perdus à court terme, mais qui finissent par porter leurs fruits sur le long terme. L'histoire ne nous dit pas si Münzer était un visionnaire ou un fanatique, si les paysans étaient des héros ou des victimes manipulées. Probablement un peu de tout cela à la fois. Ce qu'elle nous dit, c'est que la soif de justice et d'égalité est une constante de l'âme humaine, que l'oppression finit toujours par engendrer la révolte et que le prix du sang versé pour la liberté marque profondément la mémoire collective des peuples. 500 ans après, quand on se tient sur la colline de Frankenhausen et qu'on regarde le paysage paisible de la Thuringe, on peine à imaginer le carnage qui s'y déroula. Mais si on tend l'oreille, on peut presque entendre les échos lointains des sermons de Münzer, les cris des paysans partant au combat en brandissant leurs drapeaux arc-en-ciel, le fracas des canons, les hurlements des mourants. Cette bataille, qui dura moins d'un quart d'heure, résonne encore dans l'histoire, nous rappelant que chaque époque doit faire face à sa propre version de la lutte entre l'oppression et la liberté, et que le combat n'est jamais vraiment terminé.